bien, bienvenue à notre webinaire sur le rôle de recru-acteur en entreprise. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de quelques personnes d'Active Action ainsi que deux intervenantes inspirantes que nous allons découvrir dans quelques minutes. Je suis Claire, responsable des partenariats entreprises sur tout le territoire au sein d'Active Action. Notre association accompagne les entreprises visionnaires et humanistes dans la sensibilisation, la formation sur les sujets de l'inclusion et de la diversité, via la fresque de la diversité, en passant par la formation au recrutement inclusif et constructif, au management de l'inclusion et de la diversité par la posture de facilitateur et au team building solidaire. Chez nous, pas de technologie, pas d'outils dirigés par l'IA. Nous sommes convaincus que l'innovation sociale peut répondre aux enjeux de recrutement, de management, d'inclusion d'aujourd'hui et de demain, et ce, de façon pérenne. Donc, notre force et notre exigence et notre atout, c'est être au contact de différents acteurs de l'emploi, institutions, acteurs de l'insertion, associations, chercheurs d'emploi, pour répondre au plus près aux besoins individuels de chacun. Notre vision, c'est de réduire les risques psychosociaux liés à la recherche d'emploi et à l'isolement et d'accompagner la transformation des recruteurs d'aujourd'hui à devenir ceux de demain. Donc maintenant, je vous propose de rentrer dans le cœur du sujet, le rôle du recru-acteur en entreprise. Alors, qu'est-ce qu'être recru-acteur? Quelles initiatives sociales sont mises en place et rêvées par les entreprises pour les candidats? Donc, ce webinaire va permettre de comprendre la maturité des organisations sur ces sujets, d'échanger sur les enjeux rencontrés par ces structures et de mettre en évidence l'importance de cette démarche. Alors, c'est parti, en action. Pour commencer, je laisse le soin à Caroline, directrice RH et RSE chez l'UNI, de se présenter, et puis Rima, co-dirigeante de On Purpose, qui se présentera par la suite. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Alors moi, effectivement, je suis Caroline, je suis en charge de toute la direction RH et RSE chez l'UNI. Euh, je ne sais pas pour ceux qui sont peut-être pas connaissent pas l'UNI, c'est une jeune entreprise qui est gérée par deux co-CEO, Maëlle et Igor, et qui propose des produits coûteux, en tout cas aujourd'hui à destination des enfants. Nous, on a une raison d'être très forte, puisque c'est vraiment de mettre l'imagination au cœur du développement de l'enfant. Donc, on a une conteuse audio pour les 3 à 8 ans, et là, on a sorti un nouveau produit qui va arriver bientôt, on tease un peu, en octobre-novembre pour les plus grands. Euh, L'enfant, il est vraiment créateur de son histoire, puisqu'on a quasiment 300 livres audio interactifs où il peut choisir un objet, un lieu, un personnage, et ça va lui raconter une histoire. Et enfin, une grosse partie de nos livres audio sont originales, donc c'est-à-dire qu'on a une maison d'édition en interne qui conçoit ces histoires-là avec un vrai but pédagogique et d'acculturation, d'ouverture et d'inclusivité, d'ouverture au monde, pour permettre à l'enfant d'avoir tout le bagage dans son développement, en misant principalement sur l'imagination. Euh, Ça, c'est la société. Moi, je suis en charge de toute la direction du coup RH et RSE dans cette structure-là, avec effectivement des valeurs très fortes et donc une raison d'être effectivement très forte. C'est-à-dire qu'on va avoir un impact et une démarche développement durable. Entre autres, on est labellisé Lucie aujourd'hui, et donc on a des objectifs très précis de nos impacts à la fois environnemental, social, sociétal, et ça qu'on suit depuis maintenant 3 ans. Alors, ça fait 4 ans que je suis dans la structure. On suit ça depuis 3 ans de manière assez assidue, pour le coup. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ma présentation. Et ça rime à la main. Merci Caroline. Il y a quelques intermittences sur ton micro. Je te conseille d'essayer d'ajuster ça. C'était un petit peu difficile de t'entendre. Moi, je m'appelle Rima. Je co-dirige On Purpose à Paris. On Purpose, c'est une association qui anime principalement un programme d'accompagnement de la transition de carrière, des transitions de carrière un peu spécifiques puisque c'est les transitions de carrière vers l'économie sociale et solidaire.
Notre programme, il est à plein temps et il dure 1 an, donc c'est très engageant de nous rejoindre. C'est aussi sélectif, puisque et c'est aussi, je crois que c'est pour ça que j'ai été invitée. Il y a un recrutement assez robuste qui est mis en place pour choisir les personnes qui participeront au programme. Et le programme, il comprend à la fois une immersion professionnelle. D'ailleurs, on a quelqu'un en ce moment qui est en immersion professionnelle chez Active Action et je le vois à la caméra. Le programme comprend aussi de la formation, du mentorat, du coaching. Euh, voilà, et moi, mon rôle, c'est à la fois enfin, je pilote notamment nos activités de recrutement pour le programme, c'est pour ça que j'ai cette casquette-là, mais aussi plein d'autres éléments, notamment la formation, le coaching. Voilà, je peux vous en dire un peu plus tard. Je voulais juste préciser que c'est un programme gratuit. Ça fait partie de nos caractéristiques. Merci beaucoup, Rima et Caroline, pour vos présentations. Je vous propose de rentrer au cœur du sujet et donc de définir recrue acteur. Qu'est-ce que c'est? Donc, dans un premier temps, Rima, pour toi, qu'est-ce que veut dire recrue acteur? C'était un peu une colle quand j'ai découvert ce mot. Je me suis dit, tiens, un mot valise. J'ai essayé de deviner pourquoi ActiveAction a combiné les deux, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette idée-là. Ça a été plus facile pour moi de le décomposer, de me dire acteur du recrutement, actrice du recrutement. Là, je m'y suis un peu plus retrouvée. Et quand j'y ai réfléchi, je me suis dit que l'idée pour moi principale, ce serait de penser le recrutement de manière systémique, c'est-à-dire à la fois de faire ce qui est le plus souhaitable pour la structure qui recrute, d'accompagner aussi de penser le recrutement du point de vue des personnes qui sont en train d'être recrutées et en fait du rôle qu'on peut jouer dans ces parcours-là, que ce soit pour chaque personne individuellement ou sociétalement. Super, merci pour ton avis et ton point de vue. Caroline, pour toi, que veut dire recrue acteur? Oui, alors déjà, j'espère que vous m'entendez mieux. J'ai enlevé le micro. C'est Faites-moi signe parfait. si ça ne marche pas. Euh, En soi, le mot veut un peu aussi dire beaucoup. Acteur, à mon sens, il y a une vraie notion d'engagement de la part du recruteur euh, dans justement tout son impact dans la société et notamment parce qu'il est, à mon sens, en tout cas, acteur, enfin, le recrutement et être acteur, c'est aussi être gardien de toute la partie de la phase de sélection, même très phase en amont, jusqu'à est-ce qu'on retient ou on retient pas un candidat et jusqu'où on l'accompagne par la suite. Et donc, il y a vraiment une notion d'engagement, à mon sens, social qui est assez fort dans ce mot-là. Euh, et c'est comme ça que je définirais en tout cas ce recrue acteur. Ben, je pense qu'on est assez alignés. Effectivement, chez Active Action, nous, on définit le rôle de recrue acteur au sein de diverses structures comme quelqu'un qui crée une expérience de candidat inclusive et constructive qui va, comme tu le disais, Caroline, de la définition du besoin en passant par la rédaction de l'offre jusqu'à la posture et l'accompagnement des candidats non recrutés. Pour nous, le recrue acteur s'implique dans la démarche de recherche d'emploi de ces candidats en leur proposant à la suite de leurs entretiens des feedbacks constructifs, des mises en relation ou des mises à disposition d'outils adaptés. Alors, avant d'un petit peu aller sur ce point précisément de recrue acteur, je voulais mettre aussi un petit peu en évidence le recrutement chez l'Uni et On Purpose et de connaître un petit peu, vous, chez l'Uni, comment vous prenez en compte le volet social lors des recrutements. Alors, j'entends volet social comme les initiatives qui sont mises en place pour valoriser, traiter de façon équitable les candidats lors des recrutements. Je prends la main, je ne sais pas si Vas-y, c'est... Caroline. Euh, je dirais toute une préphase, c'est-à-dire qu'on est sensible à très bien définir pourquoi on va ouvrir un poste. Donc très précisément les attendus euh, par rapport aux besoins on a en date et avec une certaine projection. Une fois effectivement qu'on a fait ça, on va euh, rédiger l'offre de poste, toujours en inclusif. On a une écriture, une ligne édito inclusive. Nos annonces et d'ailleurs de manière plus générale. On va également pouvoir faire des partenariats. Donc, on est assez engagé. On avait Pôle emploi. Bah, bien évidemment, il y a Pôle emploi. Avec les entreprises s'engagent, les entreprises positives, 15 Tech pour la notion de femmes dans les métiers de tech. En tout cas, pour l'engagement des femmes
et le recrutement des femmes dans les métiers de tech, pardon, Cap Emploi, la GFIP, on va contacter des écoles directement quand on a la possibilité. Euh, on participe à quelques salons. On a toute cette démarche-là, en tout cas, quand on va commencer à diffuser et à relayer cette offre d'emploi. Pendant la phase de recrutement, effectivement, on génère des candidatures. Ça survient. Alors, nous, on a un ATS, un outil de tracking, système de tracking des candidatures. Et donc, on a décidé de mettre le CV anonyme, ce qui nous enlève, en tout cas pour minimiser le plus de biais possible qu'on pourrait avoir. On ne cache pas, on est tous humains, on a tous des biais, quels qu'ils soient. Parfois, on s'en rend compte, parfois, on s'en rend compte pas. Et le CV anonyme, ça nous a paru être une bonne initiative, en tout cas une bonne action à tester. Et là, aujourd'hui, c'est la première année qu'on le fait. Et le CV est aussi anonyme pour le manager, ce qui nous permet d'avoir un peu une double action. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que dans la rédaction de l'offre d'emploi, ce que nous, on prône et on pousse, c'est pour ça que la notion de recruteur est hyper importante en termes d'engagement et de posture, et c'est pour ça que je parle de gardien, c'est que par exemple, on pousse à ne pas mettre de diplôme. On ne sélectionne pas sur le diplôme. Donc nos annonces ne sont pas indiquées avec diplôme, alors cas particulier parfois quand on cherche sur des profils particuliers, mais de manière générale, on n'a pas de diplôme et on pousse le manager à ne pas avoir cette démarche-là. Donc ça, c'est effectivement l'amont. Si je reprends un petit peu pendant la phase de recrutement, donc on a toute la notion de partenariat et de CV anonyme et en tout cas d'écriture plus inclusive. Et en phase de sélection, on a drafté toute une scorecard, quelque chose de très objectif qui minimise le plus possible le biais et qui ouvre en tout cas à toute candidature, à une vraie diversité en tout cas dans la sélection. Euh, on a, on n'a pas encore, alors là sur la phase de sélection, en tout cas de candidats, je dirais shortlist définitive, on n'a pas encore d'action précise. On a commencé à demander à certains étudiants plus facilement lorsqu'on fait de l'alternance ou du stage, est-ce qu'ils voulaient un coup de main lorsqu'ils n'étaient pas sélectionnés sur le CV, des retours plus constructifs, des accompagnements de diffusion de CV sur des groupes, mais pour l'instant, ça reste très minime. Donc voilà comment on accompagne en tout cas sur la notion de recrutement pour le volet social. Super, merci. C'est effectivement hyper inspirant et j'avais été très enthousiaste par cette mise en place de scorecards qui se focalise finalement sur ce qui est important pour vous et pas sur ce qui peut être lié à des biais et finalement pour rendre une expérience de candidat qui soit la plus équitable possible en fait dans vos recrutements Oui, tout à au fait. sein Et de... si je peux, moi, si je peux juste rajouter aussi une chose qu'on vient là, ça fait quelques mois qu'on l'a aussi martelé et maintenant on s'y applique, c'est qu'on met le salaire Hmm. proposé. Ce qui évite tout sujet de négociation, ce qui évite euh, justement toute ce potentiel discrimination liée au salaire. Enfin, on a fixé aussi ça pour se donner une ligne conductrice de voilà, tel emploi, quel que soit le profil, si on le sélectionne, ce sera ce salaire. Voilà, c'est juste une petite aparté, mais ça fait partie de nos actions aussi. Là, c'est tout à fait en résonance avec RIMA, ce que vous mettez en place chez On Purpose sur les critères précis finalement. Et je pense que ça correspond à l'expérience candidat pour vous. Si tu peux nous en dire plus d'ailleurs, RIMA, sur pour vous, qu'est-ce qu'une expérience candidat réussie? Ouais, bien sûr, je peux peut-être un peu décrire aussi ce qu'on a mis en place et puis quand est-ce qu'on considère que c'est réussi. Effectivement, on accompagne beaucoup avec le plus de transparence possible sur nos critères de recrutement, c'est-à-dire quelqu'un qui recrute, qui veut candidater pour notre programme, trouve déjà en ligne énormément d'informations, reçoit, en plus, ensuite peut s'inscrire à une newsletter qui va lui donner beaucoup de transparence sur comment se passe le processus de recrutement, comment réussir sa candidature et comment se passent les entretiens. On envoie même des exercices pour s'entraîner aux entretiens, des idées de choses à faire en fait pour se préparer au mieux. On organise des webinaires, là j'en ai un juste après. Si quelqu'un veut m'y rejoindre, ce sera à 12h30 pour préparer les entretiens, pardon, préparer les candidatures et ensuite pour préparer les entretiens, donc en 2 temps. En fait, à chaque étape du processus, on accompagne.
en transparence, que notre souhait, c'est que tout le monde réussisse le recrutement. C'est pas possible que tout le monde réussisse, mais en fait, on a envie que chaque personne réussisse. Donc, on veut donner les mêmes chances à tout le monde avec la notion d'équité et des mêmes informations partagées à tout le monde. Après, donc nous, notre processus, il est en plusieurs étapes, hein. On a d'abord des candidatures en ligne avec le classique CV et lettres. Alors, on n'a pas encore anonymisé les CV, mais on se pose des questions même plus larges, notamment notre antenne de Londres travaille carrément sans CV. Parce qu'on pense qu'il y a des biais au-delà juste du nom, il y a des biais sur les études, il y a des biais sur les structures où les gens ont travaillé. Donc, l'ambition, c'est d'arriver à une étape où on travaille sans CV, on fonctionne que par compétences. On n'y est pas tout à fait, mais enfin, on minore de plus en plus l'importance qu'on accorde au CV. Donc, première étape avec CV, lettres et vidéo. La vidéo de présentation, ça peut être quelque chose qui peut être assez déroutant, même intimidant, mais en fait, l'idée, c'est aussi de réduire un certain nombre de biais liés au parcours et de donner la chance aux gens de s'exprimer un peu frontalement et authentiquement. Beaucoup de conseils sont donnés aussi pour réussir sa vidéo. Une fois que ça c'est fait, on a des entretiens. Et après les entretiens, l'accompagnement continue, euh, puisque pour les personnes retenues, on les aide aussi dans leur prise de décision. Moi, je ne pense pas qu'un candidat, c'est forcément quelqu'un de désespéré qui va prendre le premier poste auquel il est pris. Donc, il y a un temps aussi qui est accompagné pour que la personne se décide sereinement. On espère qu'elle décide de nous rejoindre. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, tout au long du processus, à chaque étape, on accompagne les personnes qui ne sont pas retenues. C'est-à-dire les personnes qui ne sont pas retenues sur dossier reçoivent uniquement un email, mais il est assez dense. Il propose tout un certain nombre de conseils à la fois pour mieux réussir ses candidatures, d'alternatives pour les personnes qui n'ont pas été retenues chez nous, d'autres parcours qu'elles pourraient choisir de faire pour réussir leur transition, et puis des organisations qu'on recommande auprès desquelles on pense qu'il faut, qu'il faut s'intéresser pour peut-être la prochaine étape. Pour les personnes qui ont passé des entretiens, l'accompagnement il est plus individuel puisqu'on leur parle au téléphone. Une des personnes qui leur a fait passer un entretien leur parle au téléphone avec des feedbacks positifs sur toutes les forces qu'on a vues, constructifs sur tout ce qui aurait été aidant, en essayant toujours de prendre du recul parce que chaque processus de candidature est différent. Et donc, voilà, les conseils qui marchent pour nous ne marchent pas forcément pour les autres, mais on essaye d'élargir. Le dernier point, parce que je n'ai pas encore répondu à la question, qu'est-ce qui fait une expérience candidat réussie? Pour moi, c'est quelqu'un qui nous remercie à la fin du processus. On a beaucoup de remerciements des personnes qui ne sont pas retenues parce qu'en fait, elles ont un petit peu de lumière dans cette incertitude. Parfois, on n'est pas pris, on ne sait pas pourquoi, donc c'est un peu déroutant, décourageant. On a donné du temps en fait pour les candidatures, pour les entretiens. Donc ça, c'est un bon signe pour nous quand les personnes sont reconnaissantes pour le temps qu'on a passé avec elles. Et pour les personnes qui sont retenues, c'est des personnes qui disent qu'elles ont pris plaisir en fait au processus. Moi, ce que je préfère, on me le dit parfois, que ce soit des personnes qui ont été prises ou pas prises, c'est les gens qui nous disent le processus a été apprenant et je me suis fait voilà, le processus a été apprenant, qui en sortant des entretiens qui se disent que je sois prise ou non, ça aura été un processus apprenant. Quand on entend ça, c'est vraiment un grand succès pour nous. Ouais, c'est hyper inspirant et effectivement, tu es allé au-delà de cette description du recrutement, mais de jusqu'où vous allez, ce que vous faites pour ces personnes-là et de quelle manière. Et justement, tu as pu déjà un petit peu l'aborder avant qu'on le voit un peu plus en détail plus tard. Moi, je me pose la question par rapport à vos processus de recrutement. Quels sont les retours que vous pouvez avoir des candidats? Alors, Rima, tu nous as déjà donné une vision des retours à la fois concernant les personnes qui sont recrutées et pas recrutées. Est-ce que, voilà, effectivement, tu as d'autres retours ou des personnes qui repostulent par la suite ou qui se sentent investies par d'autres envies Ouais. Et on a plus de retours que ce que j'ai détaillé. Déjà ce qu'on entend beaucoup et moi qui me tient pas mal à cœur, c'est qu'on entend que ça a été un processus à la fois exigeant et bienveillant. Et c'est totalement notre cap. Donc quand on l'entend, on est content parce que c'est l'intention qu'on veut mettre dedans. C'est-à-dire on veut recruter les meilleures personnes pour le programme, on veut qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Donc et en même temps, on veut les accompagner et créer les conditions pour que elles se sentent à l'aise dans leur candidature. Sur les personnes qui ont été faire autre chose ou qui recandidatent, nous, on accompagne aussi la réflexion sur quand est-ce que ce serait un bon moment pour recandidater. Donc, il se trouve qu'il y a des gens qui recandidatent parce qu'on les a un peu orientés sur à court terme ou à plus long terme, ou pas du tout. Hein. Il faut aussi savoir délivrer des messages si on pense que quelqu'un n'a pas du tout un profil qui pourrait matcher. Donc oui, les personnes recandidatent, c'est plutôt encourageant. On a eu notamment une promo où il y avait 2 personnes qui avaient candidaté pour la 3e fois. Donc,
ne sont pas découragés. Les deux ont été dans la même promo, ça a été des super parcours et je pense que c'était le bon moment. Je pense que plus tôt, ça n'aurait pas été le bon moment. Et puis ensuite, on recroise, nous, notre spécificité, et après, je laisserai quand même la parole à Caroline, c'est qu'on recroise beaucoup dans notre écosystème des gens qui n'ont pas été pris dans notre programme. Parce qu'en fait, heureusement, ces personnes réussissent quand même leur transition vers l'économie sociale et solidaire par d'autres moyens. Et donc, c'est important pour nous de soigner les relations, ne serait-ce que très, très cyniquement, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Et donc, c'est toujours un plaisir de les recroiser, de voir qu'on a des très bonnes relations avec elles. Dans la plupart des cas, ce serait mentir de dire que 100% des gens sont hyper contents et nous adorent, mais je pense qu'on est assez fiers des relations qu'on arrive à créer, y compris avec les personnes qui ne sont pas retenues. C'est, c'est effectivement aussi, je pense, très valorisant par rapport à ce qui est mis en place, d'avoir ce type de retour. Et ça fait écho aussi à ce que tu pouvais m'expliquer, Caroline, avec la mise en place d'un NPS candidat que vous aviez justement mis en place au sein de l'UNI. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement cet outil? Et d'ailleurs, définir ce qu'est NPS, parce que moi, je sais, mais... Oui, alors sur la phase de finalisation sur le recrutement, en tout cas pour l'expérience, systématiquement pour les personnes qui étaient euh, contactées par téléphone ou même reçues, on fait un retour constructif sur pourquoi ça n'allait ou ça n'allait pas, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce qu'on pense en tout cas qui peut être potentiellement améliorable et vers quoi la personne peut se diriger et qu'on reste toujours à dispo si la personne souhaite discuter X ou Y sujet, même si elle a elle veut postuler sur une autre société et qu'elle a besoin qu'on l'accompagne, ça, on le mentionne à chaque fois lors de nos appels téléphoniques. Euh, sur la notion du NPS, on s'est attelé il y a 3 mois environ. On a lancé ça, effectivement, un NPS, c'est ce qu'on retrouve globalement, on peut l'avoir aussi en interne. C'est un indicateur de satisfaction sur comment se passe, par exemple, là, bah, pour le suivi du recrutement, comment se passe le process et donc l'expérience candidat. Donc, la personne va noter suivant une grille et peut laisser des commentaires libres aussi, bien évidemment. Et ça va nous donner des indications sur ce qu'on doit améliorer ou ce qui est notre force aujourd'hui et sur lesquelles on est en bon chemin. On n'a pas encore de retour assez constructif, en tout cas à l'heure actuelle, pour analyser vraiment et se donner des axes d'amélioration aujourd'hui. Donc on est en cours et ça va le faire pour la fin d'année. Donc, c'est vraiment un sujet pour notre fin d'année et 2024. On a alors, je vois, qu'est-ce que le. Alors, c'est NP. Alors, c'est pas NPD, ça c'est plutôt côté partie commerciale, c'est NPS. C'est un indicateur, en gros, de satisfaction de candidat, de l'expérience candidat. Ça permet aussi de savoir si le candidat va, par exemple, pouvoir nous recommander auprès de d'autres candidats. On peut l'avoir aussi en interne, le NPS. Je sais pas si c'est bon, si c'est compris. Donc pour le moment, on est en cours d'analyse. On l'a pas encore, c'est pas assez constructif pour nous pour avoir des retours suffisamment construits et pouvoir mettre en place des actions qui sont pertinentes. Ok, en tout cas, c'est en bonne voie et ça prouve aussi l'importance à la fois de vouloir s'améliorer sur ces pratiques internes en recrutement, mais aussi de connaître quel est l'impact que peut avoir votre recrutement sur les candidats. Et finalement, nous, c'est aussi un peu le cœur de notre action chez Activation, c'est qu'est-ce que peut ressentir un candidat à la suite d'un entretien. Alors, on peut avoir tout mis en place depuis le début, de la définition du besoin à l'offre d'emploi, à la définition du poste et à la posture de recruteur. Mais après, comment moi, je peux avoir un impact positif pour cette personne qui n'est pas retenue parce que j'ai besoin d'une seule personne, j'en ai rencontré 5. Et finalement, on pense vraiment, en tout cas chez Activation, que si cette phase-là était plus, on va dire,
préservé par les organisations qui recrutent, l'impact sur les candidats et sur leurs risques psychosociaux et sur leur confiance serait minimisé. Et du coup, Rima, tu en parlais brièvement tout à l'heure et tu disais que vous accompagnez les candidats non retenus suite à l'entretien d'embauche. Est-ce que tu peux donner un petit peu des exemples inspirants, duplicables, qui peuvent aussi être appropriés par d'autres structures pour pouvoir justement accompagner des candidats qui ne sont pas retenus? Pour moi, le plus duplicable et qui utilise le moins de ressources, c'est de compléter le feedback personnalisé par un guide, en fait, qui est envoyé par email. C'est peut-être moins, enfin, c'est le premier conseil que je donne, surtout quand on n'a pas vraiment le temps ou quand on a des gros volumes, mais un guide qui soit vraiment bien pensé, avec des conseils qui soient relativement généraux aux personnes qui ne sont pas recrutées. C'est-à-dire, si elles candidatent chez vous, c'est qu'elles ont un intérêt pour un certain type de secteur, un certain type de poste, peut-être un certain moment de leur vie, et ça dépend vraiment de chaque structure. Nous, on a construit notre guide parce qu'il ressemblait à ceux dont on sait que les candidats qui postulent chez nous ont besoin. On l'a aussi fait en partenariat avec d'autres structures. Donc, les structures qui sont dedans savent qu'elles sont dedans. Je m'aperçois qu'Active Action n'est pas dedans. Donc, ils seraient heureux qu'on s'en parle pour qu'on puisse inclure Active Action dans notre guide. Donc, ouais, c'est une co-construction avec des partenaires pour aussi savoir les ressources qu'on met à disposition, mais les mettre, c'est-à-dire en favorisant les chances que ça se passe bien. Donc, les partenaires sont prévenus, savent qu'ils peuvent être contactés. Et donc, les chances qu'une rencontre se fasse sont plus avancées. Et ensuite, une bonne pratique quand on fait le feedback individualisé. Moi, la bonne pratique que je donnerais, c'est de l'écrire juste après les entretiens. Nous, on le coécrit avec toutes les personnes qui ont rencontré le candidat en entretien. De manière paradoxale, on passe plus de temps à préparer le feedback de quelqu'un qui n'est pas retenu que quelqu'un qui est retenu. Donc ça prend un petit peu de temps. C'est mieux à chaud parce qu'on a tous les éléments. On écrit plein de choses factuelles sur pourquoi la personne n'est pas prise et on donne quelques conseils de ce qui pourrait l'aider. Et en fait, je trouve que c'est une mécanique qui s'apprend et que nous, on a appris prise au fur et à mesure et on fait ça de plus en plus vite et de plus en plus efficacement. Au début, c'est un peu difficile de se dire quel conseil on va bien pouvoir lui donner. Et en fait, on finit par repérer des typologies, des choses qu'on peut donner voilà, de manière de plus en plus mécanique chez nous, mais toujours aussi utile pour les candidats. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, complètement. Et merci. Effectivement, l'objectif, c'était aussi un petit peu de s'inspirer de ce que vous pouvez mettre en pratique. Et lors de notre échange, Caroline, je sais qu'il y avait eu des réflexions qui avaient émané de ta part, où tu disais comment aujourd'hui on pourra accompagner les personnes non retenues suite à un entretien d'embauche chez l'Uni. Du coup, toi, aujourd'hui, chez l'Uni, qu'est-ce que vous pourriez envisager de mettre en place pour justement accompagner ces candidats non retenus? Et je dirais même retenu parce que malheureusement, ça nous est arrivé dernièrement. On a fait des propositions à des candidats qui finalement ont souhaité partir avec une autre société et on leur fait un retour, d'ailleurs construit. C'est-à-dire on échange avec eux sur, on aime bien savoir pourquoi, on échange avec eux sur ce qu'ils auraient préféré, quel est leur impact du coup dans la structure, pour bien comprendre. Donc il y a ceux qui nous refusent, ça arrive. Et les non retenus, effectivement, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a mis en place là, dès qu'on s'est eu au téléphone le lendemain, on a dit on fait ça, on va tester. C'est que systématiquement, effectivement, aujourd'hui, on demande sur quoi vous souhaitez être accompagné. Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement sur le CV, on fait des échanges, on pousse plus loin, une direction sur un partenariat, je propose votre CV dans des réseaux parce qu'en tant qu'effectivement recruteur, on a pas mal de réseaux. Alors ça, on le fait pas forcément systématiquement, on fait attention quand même malgré tout. Nous, surtout, on garde aussi sur les shortlists de candidats où, entre guillemets, on a eu un coup de cœur, hein, pas forcément sélectionné pour X ou Y raison, ça peut arriver. On les garde précieusement et ça nous arrive de les recontacter. Et ça nous arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. Nous, en plus, comme on est une jeune entreprise, on va vite, on a pas mal de recrutements, on en a une trentaine, 35 quasiment tous les ans. On sait qu'on a des postes qui s'ouvrent et donc on les recontacte directement. Et ça, pour le coup, garder un réseau, c'est hyper important et accompagner justement la personne à se poser les bonnes questions aussi, c'est quelque chose qu'on va mettre en place et qu'on a mis en place là
juste après l'appel qu'on a eu ensemble. Donc, les équipes, là, aujourd'hui, proposent systématiquement un accompagnement auprès des candidats qui ne sont pas retenus. Trop chouette. Bah, je suis tellement contente qu'il y ait une petite graine aussi qui ait pu germer et pousser au sein de vos processus. Et justement, tu parlais, c'est important de le faire, mais moi, je voudrais comprendre aussi quel est l'impact pour, alors déjà, dans un premier temps, pour votre entreprise, Caroline, d'accompagner ces personnes non retenues. Bah, il y a un double impact. D'une part, c'est parce qu'on est aussi dans cette démarche d'accompagnement et d'impact social en tant qu'entreprise. On ne veut pas. Euh, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. On veut vraiment pouvoir avoir un impact dans la société, que ce soit sociétal, social ou même environnemental. Donc, c'est vraiment partie de notre culture. Euh, et on est aussi une entreprise qui avance vite. Donc, on aura aussi des besoins et on sait que à la fois ça sert pour le candidat et ça sert pour la société. Faut pas, enfin, faut guillemets, pas se leurrer non plus. On est aussi une entreprise privée et on avance aussi en termes de business. Donc, il faut que ça serve aussi les deux. Pour le coup. Et Ok. pour les étudiants, pour la Non, non, partie vas-y. étudiants, parce que pour nous, c'est aussi très important. C'est-à-dire qu'on souhaite vraiment avoir un engagement pour faire découvrir nos métiers, parce qu'on est très hétérogène dans nos métiers, auprès d'étudiants. Et donc, on a un nombre d'étudiants qu'on se fixe chaque année pour découvrir nos métiers, donc dans tous nos services, qu'on embauche soit en alternance, soit en stage, avec qui on fait des échanges avec les écoles, on prend l'Erasmus. Enfin, pour le coup, on est assez actif sur la notion d'étudiant et pareil, sur le même ligne directrice, on les accompagne du début, soit on les a au téléphone et on peut leur faire même des recommandations jusqu'à entre guillemets la fin. C'est-à-dire qu'on va, s'ils ne sont pas retenus, les aider à trouver pourquoi pas une autre entreprise. On va les aider s'ils finissent leur stage ou leurs alternances chez nous à construire leur CV. On va les aider à faire, en tout cas, nous, aujourd'hui, c'est le CV, à se présenter, parce qu'on sait que c'est une vraie difficulté pour les étudiants aujourd'hui, à cibler aussi les bons postes, à avoir un discours qui est tenu, et ça, on les accompagne systématiquement. Et ils sont déjà rentrés chez nous, par contre, à ce moment-là. Super. Merci justement pour avoir cet avis sur cette question d'impact sur votre structure. Euh, Est-ce que du coup, enfin, quel est l'impact RIMA de vos actions pour les candidats, pour ceux qui ne sont pas justement retenus à la suite d'un entretien, d'après toi? Difficile de répondre à cette question parce qu'on ne mesure pas cet impact-là. D'ailleurs, j'étais assez intéressée par la notion de NPS. En plus, ce serait une action facile à mettre en place pour nous parce qu'on mesure déjà le NPS. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un score qui permet de mesurer la satisfaction des gens sur différentes choses. Ça peut être sur un processus de recrutement, ça peut être sur un programme, ça peut être sur une activité qu'ils ont vécue. La question, c'est est-ce que vous la recommanderiez à d'autres? Dans quelle mesure est-ce que vous êtes susceptible de la recommander à d'autres? Et en fait, je me rends compte que c'est une mesure qu'on pourrait faire. Euh, pour les personnes, enfin, relativement facilement. Donc, je vais prendre cette piste-là avec moi. L'impact qu'on a sur les candidats, bah écoute, moi je peux imaginer des choses, hein, mais comme je ne le mesure pas, c'est difficile. En tout cas, je peux te dire l'impact qu'on souhaite avoir, comme ça ce sera une réponse plus honnête de ma part. On souhaite en fait qu'ils ne se découragent pas, on souhaite leur donner de l'énergie pour qu'ils sachent comment construire sur ce qu'ils ont déjà comme force, être conscient aussi des choses qu'il faut encore développer. Par exemple, de manière très concrète, quelqu'un qui candidate chez nous mais qui n'a jamais fait de bénévolat dans la moindre association a très peu de chances d'être prise chez nous. Ah bah tiens, de manière très concrète, elle peut s'engager pendant les 3 prochains mois, 2 heures par semaine dans un bénévolat. C'est des choses avec lesquelles elles peuvent repartir de manière concrète. Et voilà, et pas se décourager. Caroline parlait d'étudiants. Moi, je pense que les personnes sur lesquelles on met encore plus de soins à accompagner, encore plus que les gens qui ne sont pas retenus dans le programme, c'est les gens qui ne sont pas retenus en stage chez nous et en alternance. Parce que, ô combien c'est décourageant de ne pas être pris en alternance et ô combien on a la pression financière d'avoir son master. Donc, on prend aussi le temps de leur donner des pistes. En fait, je trouve moins les personnes sont expérimentées, moins elles ont l'expérience des processus de recrutement. Donc, plus elles font des erreurs qui ne pardonnent pas, comme ne pas personnaliser une lettre ou ne pas bien se documenter avant le premier entretien. Et donc là, on prend vraiment le temps de les accompagner pour se dire, bon, bah, elles ont raté notre processus, mais au moins, elles,
elles rateront peut-être moins le suivant. Mm. Je Donc sais finalement, ah pardon. pas que la réponse était à peu près alignée. Oui, tout à fait. Et en fait, moi, je posais cette question pour justement comprendre et essayer de voir quel est l'impact que peut avoir le fait d'accompagner les candidats non retenus à la fois sur sa structure, sur le candidat. Et je pense qu'il y a aussi une notion un peu de territoire. En tout cas, je suis persuadée que si, en tant que recruteur aujourd'hui, je fais en sorte d'accompagner un candidat que je ne recrute pas, ça aura pour effet positif sur mon territoire. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas si toi, Caroline, vous avez cette vision-là aussi en vous disant, ben, OK, si aujourd'hui ce candidat-là, il n'est pas retenu dans mon entreprise, peut-être qu'il va pouvoir s'améliorer et être, en tout cas, travailler sur des compétences, être plus prêt pour un entretien, pour une autre structure. Oui, oui, enfin, c'est ce qu'on pense aujourd'hui, euh, avec toute la difficulté que chaque entreprise est quand même assez différente. Et on n'aborde pas, en tout cas ce que j'ai vu, hein, je me trompe peut-être, mais le recruteur est quand même une personne humaine, l'entreprise peut être différente en termes de culture, donc il faut savoir jouer avec ça aussi, et c'est ce qu'on essaie aussi de transmettre aux candidats qui sont pas retenus, c'est-à-dire qu'il faut bien aussi comprendre là où on postule, c'est important. Donc oui, en tout cas, on le prend en compte, mais il y a cette notion aussi d'entreprises qui peuvent être différentes. Je ne sais pas si je réponds précisément à ta question, je m'en excuse, mais je sais qui me venu en tête. Non, mais effectivement, enfin, si, je pense que le fait que les structures soient différentes et que chacune d'entre elles ait leur particularité enfin voilà, ça a un impact aussi qui est divers, quoi. Alors, je vois on est déjà à 12h09 et on a encore 6 minutes pour parler un petit peu du sujet. On a deux questions auxquelles je voulais que vous puissiez répondre. Caroline, la première, c'est est-ce que vous avez créé vous-même le NPS et les questions attenantes ou est-ce qu'une structure externe vous accompagne dessus? On a notre ATS qui proposait un NPS déjà bordé, donc on utilise celui-ci aujourd'hui avant d'orienter les questions. Il est assez général pour le coup en termes de questions. C'est plutôt comment avez vécu votre expérience candidat et recommandez-vous effectivement la structure. C'est assez large. Là, c'est plutôt des retours qui sont qualitatifs, en tout cas moins quantitatifs, même s'il y a une note à donner, hein, il y a une note sur 10 à donner, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le feedback écrit aujourd'hui. Mm. Euh, et du coup, alors ça me fait poser aussi une autre question et qui a été posée aussi dans le chat, c'est avez-vous une idée de la proportion de candidats qui souhaitent ou qui ont besoin d'être accompagnés par rapport aux candidats qui sont pas retenus? Une très bonne question. Euh, c'est une très bonne question et pour l'instant, je ne saurais pas donner la réponse. Moi, ça m'est arrivé 2 fois d'avoir un candidat qui était OK pour être accompagné, euh, mais après, j'ai pas la proportion. Clairement, Mm. je ne sais pas. Et Rima, de votre côté, Écoute, nous non plus, on ne mesure pas, donc ça va juste être au doigt mouillé. Moi, je pense que la plupart des gens souhaitent être accompagnés. En tout cas, souhaitent avoir des pistes, souhaitent comprendre et souhaitent avoir des conseils. Être accompagné, je sais pas, ouais, je sais pas, je pense que surtout si c'est proposé gratuitement, j'imagine que la plupart des gens seraient contents. Il y a peut-être une minorité de personnes qui ont du mal à recevoir le feedback. Euh, mais parce que ça fait peur, plus que parce qu'en fait, une fois qu'on le délivre, les personnes sont en général soulagées. Donc, je dirais la majorité. Mais en fait, mm. tellement un peu habitué à l'être que souvent on a de l'étonnement face à nous. Donc, il n'y a pas d'attente d'accompagnement, mais il y a une très grande joie quand c'est fait.
Et c'est fou, moi c'est pour ça qu'on veut justement, on essaye de lutter entre guillemets contre ça avec Active Action en disant mais il faut que ça se généralise et que finalement on puisse aussi en tant que recruteur, même si alors ça demande du temps, ça demande et tu le disais hein, Rima, ça demande parfois même plus de temps de construire un feedback que de préparer son propre entretien, mais finalement, de pouvoir accompagner ces personnes dans une dynamique positive pour eux, pour aussi leur recherche d'emploi et les autres structures dans lesquelles Ouais. vont postuler. Je crois qu'on l'a pas encore mentionné, il y a quand même la limite des ressources. Tu disais le temps, il y a aussi les personnes. Alors nous, on est une asso où il y a quatre personnes en CDI. Donc, t'imagines que, et on est tous staffés à 120%, enfin, on est vraiment très, très, très chargés. Et donc, on est limité. Et en fait, la grande limite, c'est le temps qu'on peut dédier à des personnes qui vont pas rejoindre nos programmes. La grande chance qu'on a, mais je mesure que toutes les structures ne l'ont pas, c'est qu'on a énormément de participants actuels au programme qui font passer des entretiens avec nous. Donc, ils font partie de nos jurys et qui nous aident, qui nous soutiennent de manière bénévole en accompagnant les candidats. Donc, David, qui est présent dans ce webinaire, a déjà fait des retours constructifs et un accompagnement pour un candidat ou une candidate non retenue. Mais on ne pourrait pas sans ça. Hein. On peut espérer, souhaiter tous les accompagnements du monde. Quand on est limité par la taille de son équipe, voilà, tout n'est pas possible. Donc nous, on a la grande chance d'avoir une communauté qui nous accompagne et qui en voit la valeur et accepte de prendre 10 minutes, 15 minutes pour un échange téléphonique avec un candidat ou une candidate non retenue. Avant de conclure, et même si ça va être un peu short, d'après toi, justement, Caroline, on parlait de limites, ça fait aussi écho au sein de votre structure. Moi, je parlais du temps, Rima parlait finalement des personnes qui sont en charge de cet accompagnement, enfin de pouvoir accompagner, recruter. Quelles sont les limites que toi, tu peux voir aussi? Je pense que la première limite, c'est le temps. Je pense que Emma a tout à fait raison. On est une petite équipe, il faut avoir du temps à dédier, effectivement. C'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on fait des retours uniquement et principalement sur les gens qu'on a eu au téléphone ou qu'on a rencontrés. Euh, Parce on n'a pas la possibilité de le faire sur toutes les candidatures qu'on reçoit. C'est impossible aujourd'hui. Je trouve l'idée, effectivement, d'en faire des réseaux utilisés en bénévolat, entre guillemets, utilisés en bénévolat, une très bonne idée, d'ailleurs. Euh, je la retiens comment, je ne sais pas, mais je la retiens. Mais effectivement, premier point, c'est le temps. Le temps et la disponibilité des gens, on a 1000 projets derrière. Effectivement, c'est toujours compliqué d'en dégager pour faire un bon feedback en plus. Hmm. Eh ben, difficile de pouvoir rentrer en détail sur le rôle de recruteur en 45 minutes seulement. Le sujet est finalement complexe et comme je le disais, pourtant essentiel si on souhaite valoriser les profils après un processus d'embauche, que ce soit pour eux, mais aussi pour soi-même en tant que recruteur et donc animé par l'humain et aussi pour la structure. Après, nous, on est assez optimistes chez Active Action et on rêve quand même d'un monde du travail où chaque structure valorise ses candidats après l'entretien d'embauche et agit sur son territoire. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi en interne. On accompagne les candidats qui ne sont pas retenus à la suite de leur entretien d'embauche. Et pour 64%, alors nous, on a eu l'opportunité de mesurer cet impact-là, mais pour 64%, notamment, le feedback leur a permis de préparer pour leurs prochains entretiens. Et d'ailleurs, 80% d'entre eux ont expérimenté ou renforcé leurs compétences. Donc aujourd'hui, on accompagne les candidats non recrutés et on propose en marque blanche aux entreprises de pouvoir accompagner aussi les candidats non recrutés. Donc si vous êtes intéressé et que vous souhaitez aussi en connaître un peu plus sur cette offre-là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Et sinon, malheureusement, on est obligé de clôturer parce que le temps imparti est écoulé, mais vous pouvez nous retrouver pour 2 prochains ateliers, le 5 octobre, un en ligne sur les solutions pour être cru acteur de demain et un en présentiel à Paris au sein de notre bureau. Et puis notre prochain webinaire qui sera l'employabilité sans frontières, l'inclusion au cœur de l'entreprise le 16 novembre à 11h30. Et enfin, juste pour terminer, pour se préparer peut-être à cet atelier ou si vous avez aussi envie de prolonger cette réflexion en tant que... Enfin, j'aimerais vous poser cette question et après, libre à vous de faire ce que vous en voulez.
en tant que candidat, quelle action ou quel outil vous aimeriez recevoir de la part d'une organisation pour laquelle vous avez postulé ou votre candidature n'a pas été retenue? C'est une question ouverte et ceux qui souhaitent y répondre peuvent échanger avec moi ou se retrouver pour nos prochains ateliers. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre temps et votre intervention, Caroline et Rima. C'était court, mais intense, on peut le dire. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'avoir aussi cet échange de bonnes pratiques entre vos deux organisations, sur le côté entreprise avec l'Uni et sur le côté association avec On Purpose, et de voir que finalement, même si les structures sont différentes, les envies restent les mêmes et de se dire que finalement, il y a des bonnes pratiques qui sont échangées entre vous et qui vont peut-être être dupliquées. Donc ça, c'est trop chouette. Si on peut aussi mettre en relation et faire en sorte que ces bonnes pratiques-là soient dupliquées, avec grand plaisir.